Le Mali est l'épicentre de la terreur djihadiste au Sahel. La France et ses alliés européens se sont engagés dans une guerre contre ce terrorisme qui menaçait l'État malien et risquait de se propager au-delà des frontières. On viendra aux États-Unis, on viendra à Londres, on viendra en France et on va conquérir le monde entier. En 2012, les djihadistes se sont emparés du nord du Mali devant une communauté internationale sous le choc. There is a very serious threat for peace and security, not only for the whole region, but in my opinion, with global implications. En 2013, l'opération Serval menée par la France a permis de libérer les villes occupées, mais la crise malienne était plus profonde. Les forces françaises sont restées au Mali. L'engrenage était à craindre. Depuis la fin de Serval, le terrorisme ne fait que progresser. Ils ont changé de mode d'opération, ils se sont fondés dans les populations, ils progressent à grandes enjambées et partout. Si demain l'Afrique de l'Ouest notamment, est dans un tumulte général à cause du terrorisme, bien sûr qu'il y aura des courants migratoires, comme il y en a eu venant de Syrie ou d'Afghanistan. Donc notre propre sécurité, elle est en Afrique. La crise malienne est avant tout l'histoire d'un échec, celui d'un État, le Mali, mais aussi celui de la communauté internationale qui l'a soutenu. Cet échec est devenu le terreau des djihadistes et une impasse pour la France et ses alliés qui n'ont d'autre solution que de quitter le Mali. Comment en est-on arrivé là ? « 3600 km, pas même 6 heures d'avion pour rejoindre le Mali. Ancienne colonie française devenue indépendante en 1960, le Mali est aujourd'hui menacé dans son existence même. Bamako, la capitale est le lieu du pouvoir, des putschs militaires, la ville des marchands bouillonnante et surpeuplée. La guerre n'est pas arrivée jusqu'ici et chacun veut croire à la fin de ce cauchemar, comme Mohamed qui ne décolère pas de voir le Mali sombrer. Il faut que la crise s'arrête. Vraiment, c'est la merde maintenant. Il faut qu'on s'arrête la crise. Il y a de l'avenir ici. Nous, on a de l'or ici, on a de l'eau sur le sol, et puis il y a des diamants, il y a des uranium, il y a des pétroles. Le Mali était plein de promesses. Faire vivre ensemble plus d'une vingtaine d'ethnies différentes donnait une touche unique à ce pays. Alors pourquoi le terrorisme islamiste et les violences intercommunautaires se sont abattus sur le Mali, devenu en quelques années la poudrière du Sahel? Pour revenir à l'origine du sinistre, il faut quitter Bamako et partir pour le nord. Le premier acte de cette crise s'est joué en Algérie, plongé dans la guerre civile des années 90. J'ai vu des gens se faire égorger sous mes yeux. Ils essuyaient leurs couteaux et après ils donnaient des coups de pied. Ils ont tué mon mari, ils ont tué mon fils devant moi. J'ai réussi à prendre la fuite avec mes autres enfants et je me suis cachée pendant toute la nuit. Quand je n'ai plus rien entendu, au petit matin, je suis sortie. Ceux qui ont fait ça sont des barbares, des traîtres. Ils n'ont pas une goutte de sang musulman en eux. Les combattants du GIA, le groupe islamique armé, font régner la terreur. Mais les massacres de 1997 marquent un tournant. Certains négocient avec le pouvoir algérien, mais d'autres poursuivent le djihad, comme Hassan Attab, dit Abou Hamza. Ils fondent le GSPC, le groupe salafiste pour la prédication et le combat, et prend le maquis au sud de l'Algérie. J'ai pas de preuves, mais on a l'impression que le pouvoir algérien a laissé licence à ces groupes d'aller faire leurs petites affaires dans le sud de l'Algérie. Donc, une sorte de deal non écrit dans lequel on leur dit « bon, vous faites ce que vous voulez
sur la frontière sud, en particulier sur la frontière malienne, qui est la plus poreuse. Et puis, au nord, vous vous agitez, si vous voulez, verbalement, mais vous ne faites rien de plus. On était moins inquiet par la situation interne en Algérie, qui nous semblait à peu près sous contrôle à l'époque, mais on voyait bien qu'il y avait au sud des ferments de déstabilisation, d'incohérence, et qu'il allait falloir le gérer, parce qu'on savait très bien aussi que ces pouvoirs, que ce soit au Mali, Burkina et autres, étaient des pouvoirs faibles, et qui n'allaient pas pouvoir résister à des formes de subversion importantes, surarmées, et sans doute financées de l'extérieur pour une part. Les djihadistes algériens du GSPC ont franchi la frontière pour trouver refuge au nord du Mali. Un immense désert peu contrôlé. La terre où vivent les Touaregs, celle qu'ils ont appelée l'Azawad, loin, très loin de Bamako. Dans cette zone, on a toujours vécu dans l'informel, parce que l'État n'est pas là, il n'y a pas de douane, il n'y a pas de police, il n'y a absolument rien du tout. Et il y a quelques notables et responsables de la zone qui très tôt ont pris conscience du danger que l'arrivée de ces gens-là pouvait constituer pour nous. Mais la majorité de la population, la majorité des gens ne voyaient pas trop les dangers, ils ne connaissaient pas les GSPC, ils ne connaissaient pas Al-Qaïda, ils ne connaissaient pas toutes ces choses-là. Donc pour eux, ces gens-là, c'était comme tous les autres qui sont là. Le nord du Mali est devenu un sanctuaire pour le GSPC. Reste à savoir si du côté de Bamako, le pouvoir avait pris la mesure de la menace qu'il pouvait représenter. Nous n'avons vraiment pas été à la hauteur. Parce que les clignotants étaient au rouge. L'Algérie venait de finir, donc sa guerre. Ils sont venus se réfugier. Ils ont occupé le terrain. Ils se sont mariés avec nos femmes. On est à la frontière de l'Algérie. Plus de 1300 km de frontière. La meilleure des choses qu'un État peut prendre, c'est de prendre des dispositions pour qu'il n'investisse pas le pays. Cela n'a pas été pris. Le président malien de l'époque s'appelle Amadou Toumani Touré, dit ATT. La présence des djihadistes au nord du pays n'est pas une préoccupation du chef de l'État jusqu'à la première prise d'otage en 2003. Elle est d'envergure. 32 touristes européens sont enlevés dans le sud de l'Algérie. L'armée algérienne lance l'assaut et parvient à libérer 17 otages. Les 15 autres, 10 Allemands, 4 Suisses et un Néerlandais, sont emmenés par les ravisseurs au nord du Mali. Ils exigent une rançon de 5 millions d'euros. Bamako joue les intermédiaires et obtient la libération des otages. Ces ravisseurs sont des Algériens, tous islamistes, du groupe salafiste, Moujahidine salafiste, pour la prédication et le combat. Il n'y a jamais eu de rançon, que les gens le sachent. Mais une autre version s'impose. La rançon de 5 millions d'euros aurait bien été versée par le gouvernement allemand. ATT avait joué les bons offices. Il attendait en retour que les djihadistes laissent tranquille le Mali. Les prises d'otages allaient être un vrai trésor de guerre pour les djihadistes et enrichir au passage quelques intermédiaires proches du pouvoir. À Bamako, personne ne se préoccupait de cela. Et je dois dire que la diplomatie française s'en préoccupait très peu. J'ai parlé souvent de ce problème avec le président ATT, avec le Premier ministre, le secrétaire général de la présidence. Tout le monde me disait écoutez, ça ne nous gêne pas du tout parce que ces gens-là, ils prennent des otages, mais c'est un problème pour les Occidentaux. Mais pour nous, ça ne nous gêne en rien. On a un accord tacite avec eux qu'ils ne nous attaquent pas, et donc nous ne les attaquons pas non plus. Donc ça voulait dire que l'entourage du président était impliqué dans la libération des otages, alors en principe pour la bonne cause, mais en fait on savait bien que des intermédiaires assez nombreux touchaient un pourcentage sur les rançons, et donc c'était suspect, c'était problématique, disons, que les autorités maliennes finalement soient un acteur aussi dans cette prise d'otages. Dans cette nébuleuse des intermédiaires mandatés par ATT, il y avait un certain Yad Agrali, Touareg et futur chef djihadiste, mais aussi Baba Ould Cher, un proche du président et baron de la drogue.
Il sera arrêté quelques années plus tard. Dans ces années 2000, les pistes du désert sont devenues les voies de passage de la cocaïne venant d'Amérique du Sud. Une véritable manne qui va aiguiser bien des appétits. Selon un rapport de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, 47 tonnes de cocaïne auraient transité par l'Afrique de l'Ouest en 2007. Au niveau de l'État, comme au niveau de beaucoup de groupements politiques, l'argent de la drogue est rentré. Donc ça a déstructuré complètement l'économie et ça crée un impact énorme. Dans la désorganisation et la déchéance de l'État, le blanchiment de l'argent de la drogue a joué un rôle fondamental dans le dépérissement économique et politique du pays. Le pays s'enfonce en eau trouble, mais la communauté internationale préfère voir le Mali comme un exemple de démocratie en Afrique, en soutenant sans réserve le président Amadou Toumani Touré. Je viens toujours avec beaucoup de plaisir et beaucoup d'intérêt en Afrique en général, et en particulier au Mali. Et le Mali était vraiment présenté comme un élève modèle. C'était vraiment l'élève modèle des bailleurs de fonds, tout allait bien, c'était extraordinaire, la démocratie, ATT. Et je me dis, c'est bizarre, l'histoire qui est racontée dans les notes de l'administration n'est pas l'histoire que je connais moi. L'élection d'ATT en 2002, il y avait des bureaux entiers où ils fabriquaient des faux PV. Nous le savions tous qu'elles étaient totalement bidonnées. Le Mali, en 2008, était déjà le village Potemkin, c'est-à-dire qu'il y avait une façade, certes, mais mon Dieu, contourner le décor, et c'était la catastrophe. Plus rien ne fonctionnait déjà au Mali. L'État malien était une fiction, un semblant d'État. C'était une illusion totale, une illusion entretenue par la communauté internationale. Je peux le dire, j'étais ministre de l'ATT de 2002 à 2007. Avec la démocratie, les échanges commerciaux, les échanges économiques, les bailleurs de fonds se sont beaucoup investis au Mali. Donc il y avait beaucoup d'argent. Et donc l'État, avec ses fonctionnaires, a érigé la corruption en système de gouvernement. On a laissé faire. On a laissé faire par manque d'ambition pour le pays. On a laissé faire pour ses intérêts personnels. Et quand je dis « on », c'est jusqu'au niveau de l'État. Le nouveau système multipartiste démocratique, en fait, c'est un système qui a fait prendre l'ascenseur à la corruption, à toutes les mauvaises pratiques. Je pense que ça, la classe politique ne l'a pas suffisamment mesuré. Parce que la classe politique, évidemment, est parmi les bénéficiaires de cette nouvelle manne. Les gens ont vu des milliardaires apparaître de rien du tout et des hommes politiques qui, du fait qu'ils devenaient maires directement, ils s'enrichissaient. Et ça a participé au discrédit. La société gangrénée par une classe politique corrompue cherche des repères. La religion apparaît comme le refuge des valeurs morales. L'islam, pratiqué au Mali, est réputé tolérant et pacifique. Mais l'arrivée des prédicateurs pakistanais du mouvement du Tabligh ouvre la voie d'un courant ultra-rigoriste de l'islam. Ils ont une démarche prosélyte qui est dans une logique d'action au plus proche des populations. Donc de démarchage, ils font du porte-à-porte, du mosquée à mosquée. L'islam tabliri, il fonde son objectif autour de ce qu'on appelle le rappel à la foi. C'est-à-dire de rappeler également à des musulmans qui ont été un peu dans l'erreur les principes fondamentaux de l'islam. Les petits trafiquants, coupeurs de route, etc., pour le coup bandits de grand chemin, qui faisaient notamment les trafics entre Tamanrasset, entre le sud de l'Algérie et le nord du Mali. Et ces petits trafiquants voient dans cette offre qui leur est
qui leur est faite une possibilité de moralisation, une possibilité de regagner un sens à leur vie. Le passage par le Tablir a été une étape de radicalisation qui a conduit au djihad nombre de jeunes en perte de repères. En 2006, le GSPC fait allégeance à Al-Qaïda et recrute chez les jeunes radicalisés. Abdelmadek Droukdel, figure du terrorisme en Algérie, devient le chef d'AQMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique. La menace djihadiste au Sahel n'était pas une préoccupation de la communauté internationale. Mais en 2008, sous l'impulsion de la France, le Sahel fait son entrée sur l'agenda européen. Toujours ce soupçon, en fait, que quand la France porte un sujet sur l'Afrique, c'est pour ses propres intérêts, c'est son arrière-cour, c'est son précaré. Voilà. Mais là, la France, justement, va vraiment faire un long travail diplomatique de longue haleine pour montrer que là, tout le monde y a intérêt, en fait. La France, elle était soutenue notamment par l'Espagne sur ce sujet-là, parce qu'en fait, ces deux pays-là avaient conscience que de plus en plus, le sujet sahélien allait concerner les Occidentaux. C'était la période, rappelez-vous, des enlèvements des Occidentaux, des rapts, des rançons. C'était là où on commençait à parler aussi de plus en plus des flux migratoires qui arrivaient sur l'Europe. Mais alors, pour les autres États, c'est pas du tout dans le radar. En fait, les Allemands, culturellement parlant, ils le disent. Hein. Nous, on n'est pas proche de ces pays-là, donc c'est pas quelque chose qui est sur notre radar. Les pays de l'Est, eux non plus. Hein. Le danger, eux, ils regardent pas. Le danger pour eux vient pas du Sahel, il vient de l'Est. Et en fait, vous voyez la scission qui est en train de se faire avec une partie de l'Europe qui regarde vers le Sud et l'autre qui regarde à l'Est. C'est la France qui porte ce sujet-là. Et ensuite, c'est parce qu'elle va être soutenue par les Britanniques, par les Danois et par les Espagnols qu'elle va arriver à faire en sorte qu'on commence à travailler à l'élaboration d'une stratégie. Prévenir toute détérioration politique, sécuritaire et humanitaire dans les pays sahéliens, avec une priorité à la lutte contre l'extrémisme violent. La stratégie était accompagnée d'un slogan « Gagner les cœurs et les esprits ». La réalité fut plus cruelle. Le deuxième acte de la crise malienne s'est joué en Libye. En 2011, dans la foulée des printemps arabes, une insurrection populaire éclate en Libye. Elle est violemment réprimée par l'armée de Kadhafi et les Occidentaux étudient la possibilité d'une intervention. C'est un sujet qui était assez sensible et quand on a évoqué ça à l'Élysée, où on avait des réunions régulières pour parler de cet potentiel engagement, les gens qui travaillaient avec moi m'avaient dit « Mon général, il faut dire 3 choses. Il faut dire que si on utilise la force de façon disproportionnée, c'est-à-dire si on casse le régime, alors ça aura 3 conséquences. 1, ça va rompre le barrage anti-migrants qui était en place en Libye et qui était très efficace. 2, ça va créer des espaces dans lesquels des djihadistes vont s'installer. 3, ça va déverser dans le Sahel tout l'armement que Kadhafi a accumulé. Malgré les risques de déstabilisation régionale, l'Occident lance l'opération Harmattan. Vu du Mali, cette intervention est une très mauvaise nouvelle. Kadhafi aidait beaucoup les pays sahéliens, notamment le Mali. Et ici, la Libye a beaucoup investi dans le secteur hôtelier, dans le secteur bancaire, et dans le secteur même un peu religieux. Parce que Kadhafi ne se prenait plus pour un président, il était un guide. Donc, en fait, Kadhafi a joué sur tout ça pour se donner une légitimité aux yeux des populations du pays. Il faisait les fins de mois du Mali, et contrairement aux Occidentaux qui mettaient certaines conditions à l'aide budgétaire apportée, lui, c'était des valises de billets, personne ne savait exactement ce qui se passait. Cela étant, Kadhafi avait une visée de domination du Nord Mali. Par exemple, il est allé, moi j'étais à l'époque ambassadeur, il est allé au Nord Mali réunir tous les chefs de tribus ensemble, en l'absence de représentants du gouvernement malien, et il distribuait de l'argent également à tous les chefs touaregs et toutes les notabilités pour avoir une influence très forte au Nord Mali.
L'opération Harmattan contraint Kadhafi à rendre les armes. C'est la fin d'un règne de 42 ans. Le guide libyen est lynché par la foule. Quand le régime de Kadhafi s'est effondré, ça a été cette espèce de grand repli de la marée de tous les combattants touaregs à qui Kadhafi donnait la nationalité, une arme et un salaire pour assurer la sécurité de ses frontières. Tout ça est revenu au Mali. Je crois qu'on parlait, avec les familles, on parlait de 2000 ou 3000 personnes. Les avions de l'OTAN regagnent leur base et les combattants touaregs ayant servi Kadhafi retournent au Mali avec armes et bagages. Tous les Africains savaient que si la Libye tombe, les pays sahéliens allaient en vivre les conséquences. Et je pense que l'histoire ne nous a pas trompés aujourd'hui, que ce soit le Mali, le Burkina, le Niger ou d'autres pays même. Tout le monde est en train d'en prendre plein la figure parce qu'on a déstabilisé la Libye. Ce qui est très intéressant du côté occidental, c'est de voir à quel point nous n'avons pas du tout vu que la Libye était africaine. Et la crise libyenne n'a été perçue que sous l'angle de la Méditerranée. Pourquoi? Parce qu'au Quai d'Orsay, ce n'est pas la même direction qui gère le Maghreb et le Machrek que l'Afrique subsaharienne. On a coupé l'Afrique en deux. L'Afrique blanche est gérée avec le Moyen-Orient, l'Afrique noire est gérée indépendamment. Or, le désert n'est un obstacle que pour les Occidentaux. Le désert, c'est la terre des Touaregs qui, pendant des années, ont mené des rébellions contre le pouvoir central de Bamako sans jamais obtenir l'autonomie qu'ils revendiquaient. Yad Agrali a été le héros de la cause Touareg des années 90. La suite de son itinéraire est emblématique. Négociateur de la prise d'otages de 2003, il se radicalise auprès des prêcheurs du Tablir et finit par se rapprocher d'AQMI. Aujourd'hui, il est le djihadiste le plus recherché au Mali. Le retour des combattants de Libye va réactiver la cause Touareg. La jeune génération prend l'affaire en main et crée le MNLA, le Mouvement national de libération de l'Azawad, avec un objectif clair, l'indépendance et rien d'autre. Je pense qu'on n'a pas bien mesuré ce que ça représentait. Parce qu'ils ont envoyé régulièrement des émissaires à Paris, moi j'en ai rencontré. Ce qui était assez frappant, c'est qu'ils n'avaient aucune structure politique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de colonne vertébrale politique. Donc quand ils discutaient, ils n'étaient pas crédibles. Et ils me donnaient l'impression de vivre dans une autarcie totale touareg, complètement déconnectés des réalités du monde, et persuadés, et vraiment authentiquement persuadés, que tout le monde allait soutenir cette déclaration d'indépendance. Et les combattants de l'Azawad sont déterminés à crier oui ou fort l'Azawad jusqu'à ce qu'ils soient libérés. En 2012, Yad Agrali affiche clairement la dimension religieuse de son combat, mais il veut encore compter pour la cause Touareg. Il se rapproche du MNLA. Je pense qu'Yad, son idée, c'était d'avoir la gestion politique du MNLA. Sauf que le MNLA, ça a été créé par des jeunes, et ces jeunes-là, ce sont les leaders politiques. Et c'est à la suite de cela, je pense qu'il a eu l'idée de créer son mouvement en parallèle, quoi. Yad Agrali a appelé son mouvement Ansardine, les défenseurs de la religion. La revendication était sans ambiguïté, l'instauration de la charia au Mali. En fait, on n'avait pas la même vision. En fait, ils voulaient parler de l'islam, et pour nous, nous sommes des musulmans. L'islam, c'est la priorité des priorités dans nos sociétés. Mais pas nous amener une idéologie extrémiste qui coupe les mains, qui tabasse les femmes, qui refuse un certain nombre de choses. Pour nous, c'est extérieur à notre société, ça. Et quand on ne s'est pas compris, je me rappelle bien, il y a des disaient, c'est pas grave, on ne se comprend pas, mais on a les mêmes adversaires en face de nous. Vous combattez, moi je serai à côté de vous. L'État malien avait réussi à fédérer contre lui un assemblage inédit. D'un côté, les Touaregs indépendantistes du MNLA, de l'autre, les djihadistes d'Ansardine, de Yad Agrali, mais aussi d'AQMI et du Moudjahou, le mouvement pour l'unicité et le djihad en Afrique de l'Ouest. Tout au long des années 2000, le pouvoir ATT a été alerté, mais il ne voyait pas la menace de ces groupes pour le Mali. L'État malien n'a jamais pensé que ceux-ci
peuvent au moins momentanément avoir partie liée avec d'autres qui ont des velléités indépendantistes pour s'attaquer à l'État malien. Le troisième acte de la crise malienne commence le 17 janvier 2012. Le MNLA lance l'offensive et s'empare de la ville de Ménaka. L'improbable alliance des Touaregs et des djihadistes va faire tomber les grandes villes du nord comme Tombouctou, Gao et Kidal. L'armée malienne est en déroute. On avait du mal à comprendre, vraiment on avait du mal à comprendre entre autonomistes et certains groupes, ils disaient clairement qu'ils étaient d'inspiration religieuse, quand d'autres groupes disaient mais non, nous ce qu'on cherche c'est l'unité du Mali, on veut trouver une place digne au sein de cet espace malien. Quant à l'armée malienne, il faut se rendre compte de ce que c'est que ce territoire. 1 200 000 km², une géographie et un climat absolument épouvantable, extrêmement difficile, tout devient compliqué. Donc l'armée malienne, avec quelques milliers d'hommes, tenir des espaces comme ça, extrêmement difficiles. La rapidité avec laquelle l'ensemble du nord du Mali tombe aux mains des djihadistes prend tout le monde de court. Ich glaube, dass wir hier unter einem hohen Zeitdruck stehen und Deutschland sieht die Sicherheit in der Region auch als einen Teil der eigenen Sicherheit an, weil natürlich der Terrorismus in Mali oder im Norden von Mali nicht nur eine Bedrohung für Afrika ist, sondern auch eine Bedrohung für Europa. Considérant l'incapacité du régime à lutter de manière efficace contre le terrorisme, l'effondrement de l'État malien se poursuit. Un putsch militaire renverse le président ATT. La confusion est à son comble. En mettant fin au régime. Pour rassurer la communauté internationale, les militaires nomment un président de transition. Ce sera Dioncounda Traoré, ancien président de l'Assemblée nationale. Je crois que ça a été une prise de conscience pour les Maliens et pour nous, pour les extérieurs. C'est là qu'on s'est rendu compte véritablement que tout ce système du président Touré était très artificiel, tenait sur des accords, tout ça était extrêmement fragile et tout a volé d'un coup. Les Touaregs du MNLA ont beau proclamer l'indépendance de l'Azawad, ce sont les djihadistes qui sont aux commandes des grandes villes du Nord. À l'arrivée à Gao, on s'est rendu compte que non seulement il y a AQMI, il y a Ansar-Ad-Din, il y a les Moujao aussi. Et toutes ces organisations-là, c'était des organisations qui avaient les mêmes objectifs, qui avaient les mêmes projets de société et qui étaient presque les projets contradictoires avec celui du MNLA. Le reste de l'histoire est connu de tout le monde. On nous a chassés de Gao, on nous a chassés de Ménaka, de Kidal et de partout. Nous, ce qu'on veut, c'est pas Azawad, c'est l'islam. L'islam, là, on veut pratiquer la charia, c'est pas à Tombouctou. On veut pratiquer dans tous les Mali, même à Kolongeba, à Bamako, à Kaï, à Ménaka, à Tessalit. L'islam, pas plus. C'est un dossier sur lequel je n'ai pas à prendre une décision. C'est une affaire interne au Mali qui nous préoccupe parce qu'il y a une menace terroriste pour toute l'Afrique de l'Ouest. Et les chefs d'État que je connais, Niger, etc., me disent combien ils sont inquiets, préoccupés de cette détérioration. Le troisième acte de la crise malienne se referme sur la barbarie islamiste. Le pays a perdu son intégrité territoriale. Le nord, sous occupation djihadiste, vit selon les règles de la charia. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Comment cette période d'occupation a-t-elle été vécue par celles et ceux qui représentent aujourd'hui la jeune génération du Mali? Aminata est une autrice, une infatigable militante pour promouvoir la lecture, les bibliothèques à l'école. Elle vient de se marier avec Messaoud. Aminata a toujours vécu à Bamako. Messaoud, lui, a passé son enfance à Tombouctou pendant l'occupation djihadiste. C'était des moments les plus difficiles de mon enfance, des moments caractérisés par radicalisme, déchirure, nostalgie, séparation. L'islam qu'on connaissait n'était plus l'islam promis par ses envahisseurs. Tombouctou est une ville qui a connu un islam modéré, un islam où chrétiens et musulmans cohabitent en cohésion parfaite, en symbiose avec la nature. Un islam où personne n'essaie d'imposer son idéologie religieuse sur l'autre. Chacun vaquille à sa religion comme bon le sent. Couper des mains, exécuter des personnes, châtier des chefs de famille, châtier encore plus des femmes sur la place publique, c'était quelque chose qui ôtait toute la splendeur, toute la dignité du quotidien tombouctien. C'est une empreinte qui a sali le nom de l'islam. Nous apprenons, les images circulent partout, qu'il y a des destructions de sites prestigieux, de documents. On voit les mausolées de Tombouctou mis en pièces, et ça crée une émotion internationale très forte. Mais de là à ce que la France, parce qu'il y a cette agression contre des monuments, contre des personnes, des femmes qui sont également flagellées, des hommes, parfois des enfants qui sont amputés, enfin des actes barbares, nous n'avons pas la capacité juridique ni politique pour intervenir. C'était une affaire entre Africains. Moi, tout aussi bien que mon cercle d'amis féministes, on était très choqués par tout ce qui s'est passé, la violation des droits, la violence physique qui était portée surtout aux femmes. Quand on est femme et que l'on entend qu'on a fait tel acte de violence à une autre femme, c'est un déchirement profond au fait. On a l'impression d'être à la place au fait de la personne. Et c'était un sentiment très choquant pour nous, très choquant. C'est la peur. La peur partout. Quand tu sors, c'est les armes. Quand tu dors, c'est les armes. Quand tu te réveilles, c'est les armes. Ce ne sont que les armes qui parlent. C'est la jungle. C'est la raison du plus fort. On ne sait même pas qui règne au niveau de la zone. C'est le désordre total. Les instructions politiques qu'avaient reçues les militaires, c'était « no boots on the ground ». Et donc, la stratégie, c'était d'aider à monter en puissance une force africaine et les laisser traiter le problème entre Africains. Les services de renseignement nous ont dit qu'il y avait des interceptions qui demandaient à tous les gens qui étaient en armes du côté des islamistes de rallier des positions, etc. Puis l'Élysée hésitait encore, pour des raisons qui sont le retour de l'ex-colonisateur, le procès qu'on pourrait faire. Et à un moment, un des services de renseignement a fait état d'une interception d'un chef djihadiste qui aurait dit « C'est maintenant, mes frères, demain nous irons prier dans la mosquée de Sévaré ». Iyad Agrali, parce que c'est lui, a regroupé un nombre de combattants assez impressionnant, avec une force de frappe impressionnante, et il se dirige vers le verrou militaire de Mopti Sévaré. Et on sait que si ce verrou militaire saute, bah, c'est la porte vers Bamako. Président Traoré m'appelle et me dit « Nous sommes devant une agression et ces forces sont déterminées
à aller jusqu'à Bamako. Et à partir de là, le président a dit, dans ces conditions, on n'a pas le temps d'attendre la montée en puissance de la force africaine, il faut y aller. On y est allé, c'était le 13 janvier. Les forces armées françaises ont apporté cet après-midi leur soutien aux unités maliennes pour lutter contre ces éléments terroristes. Les soldats français ont fait des choses, mais hallucinantes. Le saut en parachute sur Tombouctou, la façon dont on a envoyé les gens sans logistique, parce qu'il fallait mettre des soldats tout de suite avant d'avoir un dispositif tout à fait construit. J'ai eu le vertige en me disant, mais qu'est-ce qu'on fait? Mais qu'est-ce qu'on fait? On a eu très peur. Très peur. On se disait, oh là là, on va porter le voile, on va être obligé de rester à la maison, de ne plus sortir comme on veut, avec tout ce qu'on entendait sur Tombouctou et l'occupation djihadiste. Et quand on entendait que oui, la France est intervenue, c'était ouf. Heureusement, quoi. Ils ne sont pas venus à Bamako et Tombouctou est libéré. Chaque jour, c'était un bonheur pour nous. Et vous avez vu que les Maliens, dans leur ensemble, à cette époque, certains avaient même nommé le nouveau-né Hollande. Il y avait les drapeaux français partout, à Bamako, sur les pirogues. Donc, la coloration du Mali était aussi devenue bleu, blanc, rouge, en quelque sorte. J'arrive donc à Bamako et je vois que des drapeaux français et des signes de gratitude. Et de voir cette foule massée et appelée à dire, sans qu'on lui souffle le mot « Vive la France », je pensais que c'était un beau jour pour moi-même et pour la République française. À ce moment-là, on était essoufflés, on était gonflés d'adrénaline par les risques qu'on avait pris, par les risques qu'on avait fait prendre, par les risques que les politiques avaient pris. Je sais l'effort qu'il reste à faire. À la fois retrouver l'intégrité territoriale de tout le Mali. Aucune ville, aucun village ne doit être occupé par des terroristes et échapper à la souveraineté du Mali. Il y a eu un large soulagement. Les terroristes ont été chassés. Une forme de sécurité minimale a été introduite. Donc tout le monde ferme les yeux en disant bah, finalement ça va, c'est le plus gros est fait, c'est réglé. Alors que rien n'est réglé. Ce qu'il faut dans ces périodes-là, c'est utiliser l'accalmie précisément. Le fait que les terroristes ne soient plus dans une position aussi menaçante pour structurer, aider. De ce point de vue, l'Europe, le monde n'ont pas été au rendez-vous. À l'époque, la priorité, c'est l'élection d'un nouveau président. Le sacro-saint retour à l'ordre constitutionnel. La communauté internationale est rassurée. Ibrahim Boubacar Keïta, dit IBK, est élu avec une large majorité. L'espoir renaît au Mali. Je jure devant Dieu et le peuple malien de préserver en toute fidélité le régime républicain. La France n'a pas vocation à rester au Mali. Nous avons en revanche un objectif, c'est de faire en sorte que lorsque nous cesserons notre intervention, il y ait une sécurité au Mali et qu'il n'y ait plus de terroristes qui menacent l'intégrité du Mali. Je pense qu'il y avait probablement 2 bretelles de sortie pour la France, pour sortir de l'autoroute de la crise, là. La première bretelle de sortie, c'est quand on avait libéré tous les centres de population maliens. Là, on pouvait dire, on est venu pour supprimer la mainmise des islamistes chez vous, on l'a fait, à vous de jouer. On ne l'a pas fait. Ensuite, il y avait une deuxième porte de sortie, c'était après les élections. De dire, vous avez un président légitime, donc maintenant l'État va reprendre son cours et c'est à vous de faire ça. On ne l'a pas fait non plus pour
une raison principale, c'est qu'il n'y avait pas d'État, il n'y avait pas d'armée, il n'y avait rien. Et on s'est dit, maintenant qu'on a payé ce prix-là pour chasser les islamistes, si on s'en va et qu'ils reviennent, c'est encore pire. Et donc du coup, on s'est dit, on va attendre un peu, 8 ans. Les militaires français se sont progressivement retrouvés dans une impasse. Sans remède politique, la réponse sécuritaire ne pouvait être l'unique solution à la crise malienne. L'ONU, qui déployait l'une des plus importantes missions de maintien de la paix avec plus de 11 000 casques bleus, allait être confrontée à la même difficulté. L'État malien s'était effondré, mais avait-il seulement existé un jour dans les zones rurales? Le centre du pays allait être le théâtre de massacres. Les terres fertiles du delta intérieur du Niger avaient permis aux éleveurs peuls et aux cultivateurs dogons de vivre longtemps en harmonie. Mais l'environnement s'est peu à peu dégradé, laissant place aux violences intercommunautaires. Le massacre du village d'Ogosagou fait plus de 160 victimes de la communauté Peul. Il sera suivi d'autres massacres, visant cette fois les Dogons, ouvrant un cycle infernal de représailles. Ça a mis beaucoup de temps à alerter quand même des autorités, qu'elles soient internationales ou nationales, sur la problématique, qui était un petit peu, c'est épicentrique, c'est désorganisé, c'est des gens de brousse, entre guillemets. C'est un peu plus compliqué que ça. On se retrouve dans un territoire dans lequel il y a des grands problèmes de gestion des ressources, que ce soit foncière, en eau, agricole, avec des confrontations entre des modes de production sédentaires et nomades, qui étaient parfois coopératifs, mais qui sont devenus beaucoup plus tendus. Ça a entraîné la mise en place de milices de part et d'autre. Ibeka ne faisait que constater l'ampleur des dégâts. C'est sur ce terrain communautaire que les djihadistes ont pu à nouveau prospérer. Les communautés pastorales se sentent frustrées, se sentent exclues du contexte démocratique, du contexte de gestion des ressources. Donc, ils se sont appuyés sur ces communautés frustrées pour engager un combat contre des sédentaires. Donc, ils ont exploité les frustrations et ajouté l'aspect religieux. L'aspect, c'est un paravent pour eux. Il y a quand même des acteurs qui défendent l'islam, qui disent qu'ils sont des moudjahidines. Mais il y a beaucoup d'acteurs qui veulent défendre les ressources, qui veulent se protéger, défendre leur famille. Et là, ils prennent cette couverture djihadiste. Amadou Koufa, figure de la communauté Peul, a créé son mouvement, la Katiba Massina. Il a rejoint Yadagrali pour combattre l'ennemi commun, l'État. Quand vous écoutez le premier message en 2017 de Koufa, lorsqu'il s'est adressé au Poulakou, c'est-à-dire la communauté Peul et ses alliés, il a dit « Nous voulons changer de mode de gouvernance. Nous voulons changer les modes de gestion de la justice. Nous voulons changer les formes d'impunité. Et nous voulons désacraliser tout ce qui concerne l'État et ramener une autre forme. » L'État, incapable d'assurer la sécurité et la justice, n'est pas en mesure de mettre fin aux violences intercommunautaires. Le village dogon de Sanga a été la cible d'attaques meurtrières qui ont conduit le maire Amadou Dolo à trouver refuge dans la banlieue de Bamako. Il était guide à l'époque où le pays dogon était la destination prisée des touristes du monde entier. Chez nous, c'est plutôt communautaire que religieux. La religion, c'est un prétexte. C'est un prétexte pour essayer d'enrouler les jeunes. J'ai été témoin des massacres dans ma commune et la population a tenté de se défendre à l'absence de l'État. Quand il y avait des attaques, avant l'attaque, on avait des signes, on voyait des gens en moto qui circulaient, on les disait en avance
que vraiment, attention, aux environs de tel village, tel nombre de motos sont en train de circuler, la vie est en danger, les gens sont en danger. 2 jours, 3 jours, l'État n'agit pas. Et lors des attaques, on les appelle. Ils ne viennent pas. Nous, on pense que l'État nous a abandonnés. On se demande même si on est réellement malien. On est nationaliste, on est patriotique. Mais pour être patriote et nationaliste, il faut être en vie. Un cadavre n'a pas de patrie. On doit tout miser dans la sécurité. Tout, tout, tout. Sans sécurité, il n'y a pas de développement. Sans paix, il n'y a pas de développement. Et il est grand temps que Bamako prenne conscience, que les décideurs du Mali prennent conscience qu'on est en guerre. Et pourtant, des milliards ont été dépensés par la communauté internationale durant des décennies au nom du développement. Ils n'ont pas permis d'éviter ce désastre. En octobre 2015, à la conférence de Paris sur le Mali, les donateurs promettaient encore 3,2 milliards d'euros. De quoi s'y perdre quand on convertit en francs CFA. 1500 milliards. 1500 milliards 1500 et combien? Et 1500, si tu n'es pas mathématicien là, c'est trop d'argent investi et sans résultat. On ne voit rien comme résultat. Hein. Peut-être si le gros patron il bouffe l'argent dans son bureau là-bas, sinon nous on ne voit rien. Hein. Du côté du fleuve, à Djikoronik, comme dans la plupart des quartiers de Bamako, le quotidien ne change pas. Aucune perspective d'emploi. Les rémunérations des petits boulots continuent de se compter en centimes. Enfin, on tergue d'or boire malheur, nous aventure la France. Mais à l'âme de la biga ou sauvement. Ou bien sans flamme. Moi, je vais y aller en France. Mais je n'ai pas les moyens pour d'aller vraiment. La communauté internationale, c'est-à-dire le bilatéral aussi bien que le multilatéral, depuis les indépendances, tout ce qu'ils nous ont donné comme programme échoué, lamentablement. Aujourd'hui, je ne vois pas une structure financée par la Banque mondiale ou les FMI, une bonne structure qu'on peut montrer à tous les Maliens. Voilà, ça existe depuis 30 ans, depuis 20 ans. Je ne vois pas. Est-ce qu'ils ont investi dans une industrie qui existe encore? Moi, je regarde toujours nous-mêmes. La première responsabilité dans nos pays, dans nos malheurs, c'est nous-mêmes. Quand vous voyez la façon dont nos budgets sont présentés, on dit voilà le budget, voilà le déficit, et le déficit va être couvert par l'aide budgétaire, par l'aide de... Voilà. On fait nos planifications en tenant pour acquise l'aide. Donc l'aide crée un effet de soporifiant, quoi. Si nous commençons à vivre avec l'aide, c'est un peu comme le toxicomane qui apprend à vivre avec la drogue. Et ça ne guérit pas. Moi, personnellement, je suis contre l'aide publique. Je suis contre les remises de dettes. Quand on s'endette, il faut payer. Seul le secteur privé peut faire le développement de notre pays. Ce n'est pas les bailleurs de fonds pour l'aide publique ou les remises de dettes. Non. Le bilan de l'aide publique au développement est accablant. Manque de coordination et de stratégie cohérente,
le robinet de l'aide sur lequel sont branchées une multitude d'ONG et d'autres institutions continue de couler sans que rien ne change. Business as usual, comme on dit. Quand vous regardez ces programmes intervenir, ils ont des frais de fonctionnement énormes. Donc ça fait vivre beaucoup de monde. Les perdièmes, les véhicules 4x4, les machins. Tous ces Occidentaux qui à Bruxelles, qui à Paris, qui sur le terrain sont les employés de ces grandes organisations, qu'elles soient des ONG, que ce soit les Nations Unies, que ce soit la Commission européenne, tout ça, mais ces gens-là, ils vivent de ça. C'est aussi leur fonds de commerce. Donc qui va se mettre un jour autour d'une table en disant non, franchement, là, ce qu'on fait là, ça sert à rien, il va falloir qu'on change de méthode. Un manque d'efficacité auquel s'ajoutent les mauvaises pratiques de certains acteurs publics maliens qui détournent les fonds. Comment se fait-il qu'un général qui n'a que 45 ans qui puisse avoir des milliards sur lui? C'est impossible. Ils sont milliardaires. Et au vu aussi de tout le monde, devant la Banque mondiale qui est là, qui a une représentation, qui voit, qui continue à donner de l'argent au Mali. Le FMI qui est là, qui regarde, qui voit. Les chancelleries sont là. Personne ne dénonce. Soit disant, bon, c'est... Il y a un vérificateur général au Mali. Il y a un vérificateur général qui vérifie les comptes. Son travail, il publie son rapport en montrant, voilà, les dysfonctionnements, and so what. Les rapports annuels du vérificateur général, rendus publics et mis en ligne, montrent l'étendue des détournements durant les 7 années du régime d'Ibrahim Boubacar Keïta, à l'image de ces avions militaires surfacturés de plus de 2 milliards de francs CFA. Autre détournement mis au jour, la surfacturation de l'avion présidentiel. Les infractions liées à cette vaste affaire s'élèveraient à 130 milliards de francs CFA. Détournement de fonds publics, délit de favoritisme et trafic d'influence. 3 anciens ministres d'IBK sont aujourd'hui poursuivis et incarcérés dans le cadre de cette affaire. Mais on est responsable de la situation au Mali. Enfin, les Maliens en sont responsables, tout autant que nous, les bailleurs, nous en sommes responsables. Rappelez-vous l'élection présidentielle d'IBK en 2018. Le premier tour, l'élection entachée de fraude. On a fermé les yeux. La communauté internationale, l'UE au premier chef, a fermé les yeux sur les fraudes. On a fait le deuxième tour. Voilà, on sait très bien ce qui se passe. On sait très bien qui est corrompu. Mali a non corruption de bɛ donc ni t'olu kɛ i tɛ se ka ɲɛ sɔrɔ. Ne y'a f'i ɲɛna n ko cɛ wolo ni fɛnɛ m'o kɛ i tɛ sara. Ne ka wani 100 000 ne kun o tɛ jago kun ya ne bɛ t'o den ma cogo ye. Ni m'o kɛ f'i ka t'i yɛrɛ ka f'i ka taa mɔgɔ ka adresse la. Le problème ye u ma tuguni mais yan o si tɛ a la. Bon faamaw fana mana tila ka wari min di hali anw yɛrɛ ma. Voilà, il y avait élection 2000, élection là tout près. Élection mun tɛmɛna ni bɛ ka sigi la tout près ne yɛrɛ terikɛ dɔ bɛ yen nɔ ka t'i jɔ n'a ka carte d'électeur ye ko si ça ne pas 2000 francs lui ne vote pas est-ce que o ka ɲi ne y'a fɔ a ɲɛna a nana mun kan ne ko a ma n ko dɔrɔmɛ 400 kosɔn 2000 francs e b'a fɔ ko e tɛ voter 2000 francs nɔfɛ e y'i ka jamana ci depuis yen. Que reste-t-il de la promesse de la démocratie quand la corruption est érigée en système? C'est sur les réseaux sociaux que l'on peut faire la connaissance d'Adam Dicko, activiste comme elle se définit elle-même. Elle a fondé son propre mouvement, l'Association des jeunes pour la citoyenneté active et la démocratie. On est né dans l'ère démocratique, du coup on a connu que ça. Donc on a eu comme l'impression que la démocratie est synonyme de corruption
est synonyme de népotisme, est synonyme de favoritisme, est synonyme de laxisme, est synonyme de l'absence de l'autorité de l'État. Nous, notre travail a été vraiment de démontrer que ce n'est pas la démocratie qui est notre problème. Notre problème, c'est notre mode de gouvernance, c'est-à-dire ce système qu'on a mis en place qui favorise la corruption, qui favorise le népotisme, qui favorise toute l'injustice et autres, qui est le problème. Sur les questions de corruption, les réseaux sociaux nous ont aidés à ce point. C'est incroyable le pouvoir des réseaux sociaux. Vous pouvez aller chercher votre carte d'identité dans un commissariat. Le policier vous dit que la carte d'identité coûte 15 000 francs. Et pourtant, vous savez que la loi dit que c'est 1 000 francs. Mais le simple fait de publier sur les réseaux sociaux pour dire dans tel commissariat, ils sont en train de vendre les cartes d'identité aux populations à tel montant alors que la loi dit ça. Le simple fait de le publier sur les réseaux sociaux, les minutes qui suivent, vous repartez dans le même commissariat pour chercher votre carte, ils vous donnent au prix. Ils vous donneront au prix normal. Aujourd'hui, les jeunes parlent des questions de gouvernance, les jeunes parlent des questions de démocratie. Et je trouve les jeunes Africains, les jeunes Maliens beaucoup plus engagés sur ces questions. Et c'est ça qu'il faut encourager. Et ça, les réseaux sociaux l'ont beaucoup facilité. Le coup d'État est un crime imprescriptible dans notre Constitution. Le coup d'État entrave la démocratie. Et nous sommes un État en quête de ce qu'on appelle des maturités démocratiques. La démocratie, c'est quelque chose de nouveau pour nous. Ça va? En 2020, une contestation massive s'organise pour exiger le départ d'Ibeka. Des leaders politiques s'unissent pour dénoncer la mauvaise gouvernance, mais c'est un religieux, l'imam Mahmoud Dicko, qui va occuper le devant de la scène. L'autorité morale de l'imam apparaît comme un recours à la démocratie corrompue. Le 18 août 2020, le Mali a renoué avec ses démons et ce sont les militaires qui se sont emparés du pouvoir par un coup d'État. Mais le mouvement de contestation a ouvert une nouvelle voie. L'islam investit le champ politique. L'imam Dicko incarne le courant rigoriste inspiré du wahhabisme saoudien. Ses prêches enflammés retentissent bien au-delà de sa mosquée. L'imam compte bien jouer un rôle et proposer sa vision pour lutter contre l'effondrement moral qui mine le Mali. Un mal qui, selon lui, est arrivé avec la démocratie. Je crus à la démocratie en tant que système, mais les recettes qu'on nous a proposées en matière de démocratie est venue de façon et de manière un peu vrague. De la libération totale des médias, le multipartisme intégral, sans vraiment en avoir l'habitude. Ça crée une sorte de désordre. Et jusqu'à présent, on est en train de vivre ça. En se prononçant en 2009 contre une réforme du Code de la famille qui donnait davantage de droits aux femmes, ou bien encore plus récemment contre un projet de manuel d'éducation sexuelle qui évoquait l'homosexualité, l'imam Dicko revendique des positions que dénoncent la plupart des démocraties occidentales. Nous sommes aujourd'hui dans une situation d'impasse où toutes les idéologies que l'humanité a connues, qui étaient là, le libéralisme, le capitalisme, le socialisme, etc., est caduque aujourd'hui. L'humanité se pose des questions, on cherche des repères. Donc la chose n'a pas échoué qu'au Mali, ça a échoué partout. C'est le système mondial aujourd'hui qui est dans l'impasse. Les religieux aujourd'hui sont beaucoup trop présents sur la scène politique. Parce que pour moi, le religieux a accès à d'autres espaces que l'homme politique normal n'a pas accès. Il a accès à la mosquée, il a accès à des fidèles qui prient derrière lui, pas à cause de sa personne, mais à cause du message qu'il porte, qui est le message pour moi, du message d'Allah. Mais aller sur le champ politique ou sur d'autres champs,
avec la couverture religieuse, c'est ce qui est très dangereux et ceci ne va pas contribuer à régler la crise. Adam Dicko ne veut pas en rester là. Comme d'autres de sa génération, elle tient à porter haut et fort une parole militante sur ces questions. Là, quand je prends un peu la mosquée qui peut être transformée en QG de campagne pour un candidat, là on peut dire que oui, si ça continue dans ce sens, la laïcité peut être en danger. La laïcité peut être en danger dans le sens où certains leaders religieux peuvent avoir la possibilité de s'immiscer dans la gouvernance en proposant même des ministres ou en demandant la démission des ministres. Alors c'est arrivé avec vous, Imam Mahmoud Dicko, il vous est arrivé d'exiger la démission d'un Premier ministre, par exemple? Le fait de reconnaître la laïcité de l'État ne peut pas empêcher à un citoyen de donner son avis. Par rapport à la gouvernance, je n'ai pas demandé ça en tant qu'imam, j'ai demandé en tant que citoyen malien. Il y a un problème dans la gouvernance. Et vous pensez qu'il est interdit pour moi de demander... L'islam et la politique. Jamais ces deux mots n'auront suscité autant de prises de parole, alimentant chaque jour radio, télévision et réseaux sociaux. Le sujet est un succès d'audience assuré au Mali. Mais je ne sais pas maintenant la définition que vous donnez à la laïcité. Je n'en sais rien. Vous parlez d'une laïcité qui est en danger. En danger de... Alors je pose la question, Imam Dicko. Mais écoutez, oui, c'est dangereux. C'est parce que l'imam Dicko parle de son pays, il parle de l'avenir de son pays, il est inquiet pour son pays. Mais Saoud, qui a connu l'islam des djihadistes à Tombouctou, est lui aussi très mobilisé sur cette question de la démocratie et du religieux. Ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, la situation actuelle du Mali doit être vue d'un point de vue où nous devons vivre la religion et empêcher la monétisation et la politisation de l'islam. Que les mosquées arrêtent d'être des QG de partis politiques, que les partis politiques se battent en des partis politiques. Le Mali est un pays qui a été et qui sera laïque. C'est 90 ou c'est 96% des Maliens qui sont musulmans. Ils ne sont pas tous pour l'islamisation du Mali. Dans les textes, notamment la charia, ils ne sont pas pour. Donc je pense qu'il faut respecter cette position des uns et des autres. Et le Mali, dans ce processus, ne verra pas un État islamisé, ce que tout le monde craint, la charia. J'ai joué à Ségou, à l'âge du temps. Au centre et au nord, il y a des islamistes qui veulent la charia. Qu'est-ce que vous pensez de la charia? Bon, Neboulou, à Caen. Parce que n'a qu'à Abdobo la moula fanla. Et ma, sinon bibi na, à Koulangoum Charlie nous jamana konawa. Ma, mais Neboulou on basitala, nere boulou. Sinon bibi na wa soro jamana refle biwa soro Koulangoum e fanga bu jamana kono bibi na. Nous sommes tous ici musulmans. Le Mali n'est pas une république islamique. C'est une république laïque. Chacun est libre de pratiquer le culte de son choix, tout en respectant les autres. Bon, si on applique la charia ici, là, ça va causer beaucoup de problèmes. Bon, si la charia vient contre tout ça, comment on va faire? Donc la charia, ça n'existe même pas au Mali. Impossible du tout. Nous, de génération 21, on préfère mourir tout. Mais la charia n'existe pas ici. Pas question. La place et l'influence du religieux dans la société malienne progressent. Et les tenants de l'islam salafiste, bien que minoritaires, sont très bien structurés. Parmi les grands thèmes qu'ils ont réussi à imposer, il y a eu bien sûr la défense de l'éducation coranique dans les universités qui suivent un cadre d'études très fortement inspiré du salafisme, financé par des acteurs prosélytes du Golfe. L'Université du Sahel, propriété de l'ONG Al-Farouk, voit chaque année de plus en plus d'étudiants bénéficiant de frais d'études très bas, en particulier pour le département des études islamiques et de langue arabe. Mais au-delà de l'éducation, les acteurs salafistes légitiment leur présence dans la lutte contre toutes les formes d'injustice.
La place de la religion dans la gouvernance est alors clairement posée. L'idée étant que si certaines populations subissent les discriminations qu'elles vivent au quotidien, c'est parce que le système de gouvernance est corrompu à la base, est impie, est un cadre imposé par des lois humaines, on appelle les lois humaines notamment dans le discours salafiste la Constitution, le système républicain, le système de vote, etc. Que donc il se base sur une mauvaise légitimité, que la seule véritable légitimité, le seul véritable cadre de gouvernance qui peut être juste est un cadre religieux, c'est celui de la charia et de la sunna. Le Mali est un pays qui vit un islam très modéré. Et moi, en tant que femme, je suis musulmane et pratiquante. Du coup, c'est un sentiment de mais est-ce que je suis sur la bonne religion ou c'est eux qui sont sur la bonne religion? Et lorsque je regarde l'histoire de l'islam au Mali et même dans le monde, je me dis que oui, je suis sur la bonne voie et que ces gens-là veulent usurper le vrai islam. Un islam radical sous les règles de la charia. C'est précisément ce que veulent instaurer les deux grands mouvements djihadistes, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans de Yad Agrali et l'État islamique au Grand Sahara. Malgré la présence des militaires français, de leurs alliés et de leurs partenaires sahéliens, ces deux organisations exercent leur emprise sur une grande partie du Mali. Des milliers d'écoles ont été fermées par les djihadistes qui ont pris pour cible l'enseignement en français. Des générations d'enfants déscolarisés viendront grossir les rangs des groupes armés. Une véritable bombe pour le Mali. Comment ne pas se souvenir des classes pleines d'enfants, de la scolarisation des filles qui était en constante progression avant la crise, comme dans cette école à Fatoma, au centre du Mali. Des images qui appartiennent à une époque où les filles ne portaient pas de voile et leur accès à l'école faisait la fierté de son directeur Mamadou Fofana. Tout le monde s'est impliqué afin qu'on ait le maximum de filles à l'école. Quand une fille est instruite, c'est comme tous les filles là. C'est ça notre slogan. 15 ans plus tard, Mamadou Fofana confie l'un des rares témoignages de ce qui se passe aujourd'hui à Fatoma. Les djihadistes sont là-bas. Ils ont fait un tour dans toutes ces écoles et ils te disent de fermer. Quand tu ne fermes pas seulement, quand on te trouve la prochaine fois ici, toi-même tu sauras ce qui va se passer. En 2019, mon président de CCS, qui s'appelle Yaya, ils ont été jusque dans sa famille, ils l'ont égorgé. Donc cela veut dire que si moi j'étais là-bas, peut-être qu'on allait m'égorger également. Moi je n'ai pas peur maintenant. Même si je vais tout de suite, il n'y a pas de problème. Mon ami. Face à la violence djihadiste et en l'absence de toute force de l'ordre, la population s'organise en groupe d'autodéfense. La population a été fatiguée par les djihadistes. Autrement dit, le terrorisme. Ils nous fatiguent trop. Ils tuent la population. Ils amènent nos vaches, nos moutons. Ils imposent aussi de ne pas cultiver quelque part. Pour sortir de ce cercle infernal de violence, une question s'est imposée dans le débat public, celle de la négociation avec les djihadistes. C'est aux Maliens qu'il appartient de savoir s'ils veulent négocier, c'est le premier élément, mais aussi de savoir sur quoi ils veulent négocier. Parce que négocier, ça veut dire plusieurs choses. Je pense que ça va vouloir dire négocier beaucoup de choses au niveau local, parce que l'un des principaux produits de cette crise, c'est en réalité la mise en place, de manière à mon avis profonde et durable, de dispositifs de gouvernance locale.
Des négociations ont déjà commencé, comme à Farabougou, un village du centre assiégé pendant plusieurs mois par les djihadistes, sans que l'armée malienne ne parvienne à ramener la paix. Moufa Haïdara faisait partie de la délégation du Haut Conseil islamique qui a négocié avec les djihadistes de Farabougou. De longs mois pour trouver des accords à propos des prêches à la mosquée, de la justice ou de l'éducation. On a parlé avec les djihadistes, leurs interlocuteurs, tu sais qu'ils ont été très clairs depuis le début. Leur mentor, c'est Amadou Koufa. Amadou Koufa, son mentor, c'est Yad Agali. Yad Agali, son mentor, c'est... J'ai oublié son nom, mais il est en Afghanistan. Ils connaissent, ils maîtrisent très bien l'information du pays, en réalité. Sur le terrain, ils le maîtrisent très bien. Ils sont en brousse, mais ils maîtrisent tout. Amadou Koufa a su fédérer les frustrations de la communauté Peul et recruter en masse. Comme Yad Agali, il exige le départ des troupes étrangères et l'application de la charia. Actuellement, les djihadistes ne veulent pas l'État. Pourquoi? Parce que pour eux, ce qu'ils m'ont expliqué, comme les Français ceux qui sont venus pour les combattre, leurs collaborateurs directs, c'est l'armée et l'État. Le premier ennemi d'abord, c'est l'État. Je pense, en toute sincérité, tout honnêtement, on peut négocier avec les djihadistes qui sont maliens au Mali. Alors certains se raccrochent à l'idée que le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans de Yad Agali est avant tout malien, contrairement à l'État islamique au Grand Sahara. Au Mali, on sait qu'il y avait assez de villages qui ont trouvé un compromis avec les djihadistes. Ils n'ont pas de problème. Notre pays ne veut pas rester à entretenir l'insécurité quotidiennement. Qu'on vit dans l'insécurité, il faut trouver une solution. La population est sortie massivement nous accueillir. Et c'est un jour historique pour Farabougou et pour l'ensemble du Mali. Vous pouvez confirmer que Farabougou est libéré. Nous confirmons ici et tout de suite que Farabougou est totalement libéré. Grâce à qui? Grâce à la médiation de beaucoup de personnes, de la délégation du Haut Conseil islamique, des facilitateurs, des donsos, des djihadistes, de tout le monde. Cette option aussi, en soi, est intéressante parce que ça devient une dynamique politique endogène que les Maliens portent eux-mêmes. Mais la question qui se pose, c'est quelles sont les projections qui sont faites au minimum sur ce que deviendront ces territoires par rapport aux concessions qui vont être établies, par rapport au fait que est-ce que les populations locales vont accepter ces négociations comme les prémices véritables d'un nouveau contrat social auquel elles adhèrent véritablement, ou est-ce qu'elles vont être soumises à ce nouveau système par défaut, de la même manière qu'elles ont été soumises à un système de malgouvernance auparavant qui a créé toute cette crise. L'accord de Farabougou a finalement été rompu. L'insécurité se propage et le retour de l'État n'est pas forcément synonyme d'espoir pour la population. L'État est perçu avant tout comme étant prédateur et non pas comme étant protecteur. Quand on dit qu'il y a une profonde crise de gouvernance à l'origine de cette crise, c'est de ça que l'on parle. On ne peut pas imaginer que les populations vont plébisciter le retour d'un État qui les a soit délaissés, soit qui les a abusés à de nombreux égards. La plus grande base française au Mali est à Gao, à plus de 1000 km de Bamako. Une logistique impressionnante, mais pour quel bilan? Les militaires ont payé un prix lourd et les groupes djihadistes continuent leur emprise malgré l'élimination de leurs principaux chefs. Des suspicions de bavure au village de Bounti ont terni encore un peu plus l'image de Barkhane, perçue progressivement comme une force d'occupation aux yeux d'une partie de la population. Le pays frère, qui avait libéré le Nord Mali, est redevenu pour certains l'ancienne puissance coloniale. Mais au-delà des postures, la population n'aspire qu'à une seule chose,
pouvoir vivre en sécurité. La musique que veulent interdire les djihadistes résonne encore à Gao, mais pour combien de temps? Ce que je vois s'installer de manière généralisée, c'est un doute, un pessimisme et vraiment un sentiment d'impuissance qui est prêté à la France en tant que telle. Et ça, je pense que c'est beaucoup plus pervers et beaucoup plus inquiétant en réalité. C'est-à-dire qu'on se dit, bon, ben, la France, peut-être qu'ils essaient de nous aider. Mais en réalité, ils n'y arrivent pas. Et leurs solutions ne sont pas adaptées. Nous ne pouvons pas sécuriser des zones qui retombent dans l'anomie parce que des États décident de ne pas prendre leurs responsabilités. C'est impossible, ou alors c'est un travail sans fin. Nous amorcerons une transformation profonde de notre présence militaire au Sahel. Cette transformation se traduira par un changement de modèle, c'est-à-dire la fin de l'opération Barkhane pour permettre une opération d'appui, de soutien et de coopération des pays de la région qui le souhaitent. L'annonce de la fin de l'opération Barkhane est récupérée par la junte, qui insiste sur l'échec de l'ancien colonisateur et alimente le sentiment anti-français. Le Mali n'est pas seul et le Mali ne restera pas seul. La France peut partir. Les pays européens peuvent partir, mais je n'anticipe pas. Donnons le temps au temps et vous verrez ce qui va se passer. La stratégie de la junte vise à marquer les esprits avec une volonté affichée de tourner la page française. La nouvelle situation née de la fin de Barkhane, plaçant le Mali devant le fait accompli et l'exposant à une espèce d'abandon en plein vol, nous conduit à explorer les voies et moyens pour mieux assurer la sécurité de manière autonome avec d'autres partenaires. Après sa déclaration à la tribune de l'ONU, Choguel Maïga est accueilli en héros. Derrière l'indignation soigneusement mise en scène, son discours n'avait qu'un objectif, dénoncer un abandon français pour justifier un changement d'alliance. Chaque fois que le Mali a été dans des situations difficiles, depuis notre indépendance, la Russie a toujours été avec nous. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation difficile et nous nous tournons encore vers cet ami pour qu'il puisse nous aider à sortir. Le Mali et la Russie renouent leurs liens historiques pour sceller un partenariat militaire qui signe la nouvelle alliance. L'opération de communication est en marche. La livraison d'hélicoptères russes fait l'événement à la télévision. Du côté des réseaux sociaux, une propagande relayée par de faux journalistes circule à travers d'innombrables vidéos. Bonjour chers internautes. Les Maliens, ouvrez vos yeux. Suivez vos 5 colonels. Nous demandons au gouvernement malien, si vous voulez libérer votre peuple, ne respectez aucune loi, ni de la CEDEAO, ni de la communauté internationale. La fabrique de la désinformation est en roue libre pour dénoncer la France, l'ennemi du Mali. La Russie a toujours été un bon ami pour le Mali. Si vous voyez aujourd'hui la France invente des histoires pour stopper la coopération malieno-russe, c'est parce que la France n'est rien sans le Mali. Dans cet environnement sous influence, la dictature militaire pour restaurer l'État apparaît comme la seule solution. Selon le discours officiel, les forces armées maliennes mènent vaillamment le combat contre les djihadistes. Mais la présence de la milice russe Wagner à leur côté ne fait plus mystère pour personne et des exactions contre les populations civiles lui sont attribuées. Elle pourrait conduire les communautés qui en sont victimes à se tourner vers les djihadistes ou les milices locales pour assurer leur sécurité.
La tragédie malienne se poursuit, la menace djihadiste n'a pas disparu, la bonne gouvernance est restée un slogan et la démocratie un souvenir. De leur côté, la France et ses alliés européens quittent le Mali mais ne veulent pas abandonner le Sahel. Le Burkina Faso et le Niger sont soumis aux mêmes maux et ce sont les pays côtiers qui désormais sont menacés. À défaut de pouvoir éradiquer le terrorisme islamiste, il faudrait le contenir. Mais à quel prix? Pendant ce temps, les victimes civiles qui se multiplient sont les oubliés de cette crise. La violence au Sahel a déplacé plus de 2 millions de personnes. Un chiffre qui a quadruplé en moins de 2 ans. Ces réfugiés s'installent là où ils peuvent, comme dans ce no man's land oublié du monde, près de Ouagadougou, au Burkina Faso. Ils n'ont pas envahi l'Europe, ils tentent juste de survivre.